Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, Ah, bon, super. parfait. Bon, bah, je lance la vidéo. Hop, enfin la vidéo. Alors, désolé hein, pour ce cafouillage de micro hein, déjà. Et très bon enchaînement, hein, Monsieur Mordant, vu qu'on va partir dans le coin de Grisi, effectivement. Donc, je vais vous parler des dernières découvertes réalisées sur la carrière A2C de Noyen-sur-Seine. Donc, nous sommes bien en Île-de-France, en Seine-et-Marne, à Noyen-sur-Seine, donc juste à côté de Grisi, au nord de la commune, hein, avec ici la carrière située sur le lieu-dit de Port-Montin, à quelques centaines de mètres de la Seine. Donc cette carrière A2C a été investie, enfin s'étend sur 55 hectares et elle a été investie en archéologie depuis 2008 avec un premier diagnostic en 2008 qui a donné lieu à une fouille en 2010, un second diagnostic en 2010 qui a donné à une prescription sur deux zones de fouille, une fouille en 2017 et une fouille en 2018. Ensuite, deux diagnostics 2016 et 2018 qui, pour le coup, n'ont donné lieu à aucune prescription. Et enfin, un diagnostic en 2019 qui est le dernier et qui n'a malheureusement donné lieu aussi à aucune prescription. Donc, moi, je vais vous parler essentiellement de la zone sud fouillée en 2018, ici, la zone sud de Cailleboton. Je vous parlerai après de la zone fouillée en 2018. J'évoquerai le diagnostic de 2019 et je terminerai par la zone nord de 2017. Donc, pour se mettre dans le bain, quelques photos. Hein. Sur la gauche, vous voyez des fosses de rejet un peu classiques avec rejet charbonneux. Au centre, des polylobés, donc étendu mais peu profonde, hein, on est quand même assez arasé sur ce site. Et puis du mobilier de surface un peu qui traîne. Donc cette zone sud fouillée au printemps 2018, ça, on l'a ouvert sur 7700 mètres carrés à peu près. 43 structures archéologiques ont été découvertes. Un mobilier rare et peu diversifié qui nous a quand même permis de dater de cette occupation depuis le bronze final 1 jusqu'à un bronze final 2B3 plus conséquent. Donc notamment avec de la céramique mais également avec des datations C14 sur charbon et sur graines carbonisées. Donc c'est une occupation domestique hein, plutôt que genre, je vous aurais pas présenté si elle était toute seule, bien évidemment, parce qu'elle n'est pas très organisée pour le coup. Alors je reviens sur la zone de 2010 ici, hein, la fouille de 2010. Alors elle a été réalisée par Renaud Nallier, que je remercie au passage parce qu'il est au courant de cette communication et il a accepté que je présente rapidement son site. Donc il a ouvert une fouille sur 12 000 mètres carrés, 82 structures archéologiques ont été découvertes. Un mobilier là pour le coup très abondant, très diversifié, même riche, hein, je vais vous donner le détail tout à l'heure, qui lui a permis de dater le site depuis un bronze final 2B ancien jusqu'à un bronze final 2B3A. Donc c'est une occupation domestique, hein, clairement. Alors, je ne vous ai pas beaucoup détaillé parce que l'intérêt, c'est de regarder les deux sites en même temps. Ici, en fait, je vous positionne les deux sites comme dans la vie. Alors, ce qu'on peut noter sur cette diapositive, c'est la dépression naturelle qui se situe entre nos deux sites. Alors, c'est pas un paléochenal, c'est vraiment une dépression qui n'était plus en activité lorsque l'occupation s'est implantée. Qui était du coup très franchissable durant les périodes sèches, peut-être un peu humide en hiver, qui peut quand même éventuellement supposer une séparation un peu naturelle de ces deux zones. Alors, pour mieux comprendre qui fait quoi où, on va comparer un peu tout ça. Donc, malgré une ouverture un peu plus petite hein, pour la zone sud, donc qui est là au nord, hein, on a quand même une densité forte pour la zone en bas, plus forte, mais et une densité plus faible en haut, avec 43 structures pour la zone au nord et 82 pour la zone au sud. Les structures sont assez similaires. On est sur de la polylobée, de la fosse de rejet, des TP isolés, aucun plan de bâtiment, malheureusement. Des zones de vide peut être intéressantes du coup. Et donc cette dépression alluviale, alors la petite nuance, c'est que chez Renaud Nallier, on avait en plus des fonds de silos. Plusieurs fonds de silos qu'on n'avait absolument pas sur la zone au nord. Alors ce qui est le plus frappant au niveau des différences, c'est le mobilier. Là, on peut voir 18 000 tessons, dont 230 kg chez Renaud Nallier, contre 800 pour 11 kg sur la zone nord. Des parures assez exceptionnelles sur la zone sud, hein, des épingles, des anneaux, des perles en verre du nord de l'Italie, des bracelets, en terre cuite en lignite. Alors nous, on n'a absolument aucune parure. Bon, on a du torchis à la place, 200 grammes de torchis qui montrent quand même qu'on avait des bâtiments en élévation, probablement des structures légères. Des petites comparaisons qui valent le coup. L'outillage, on a un outil en bois de serre sur la zone au nord. Lui en avait deux, auquel il rajoute une lame de couteau, tige culot, une pointe de flèche, des tors, des chenets. Ce qu'on n'a pas. Alors, j'ai même poussé le vis jusqu'à vous mettre l'industrie lithique résiduelle, puisqu'il a 1066 pièces et nous 45.
Mais on a un croissant d'argile, alors ça compense un peu. Au niveau de la faune, il avait 703 restes de caprinées de porc essentiellement. Nous, on est sur 46 restes, caprinées porc, mais aussi bœuf et cerf. Et pour les carporestes, on se tient à peu près sur 2500, 2300, 2500 restes. Donc, c'est de la polyculture de céréales assez classique pour le secteur et liée à la consommation d'un habitat. Donc, alors, ces comparaisons peut-être un petit peu puériles comme ça nous permettent cependant de mettre en valeur le fait que sur la zone sud, on est vraiment plus proche du cœur de l'habitat, de l'occupation, avec des rejets domestiques assez importants. Et sur une occupation un peu resserrée, bronze finale de B3. Sur le nord, on est peut-être sur quelque chose qu'on on a appelé la périphérie de l'occupation, avec beaucoup moins de rejets domestiques, des structures plus espacées, des rejets un peu moins forts, peut-être liés à de l'activité annexe, et sur un peu plus étendu, vu qu'on est sur un bronze final 1, bronze final de B3A. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'ensemble. Là, on se situe sur une zone où on a 120 structures, dont 60 sont strictement datées du bronze final, notamment essentiellement de son étape moyenne. Donc, c'est quand même assez conséquent pour le secteur. Et on a une occupation qu'on a ouverte sur quasiment 2 hectares et qui doit s'étendre encore plus, puisque sur ces zones de vide, là, on envisage fortement qu'il y a encore de l'occupation. Le problème de ces habitats ouverts, qui sont difficiles à ceinturer, notamment lors des prescriptions. Alors, je vais retourner un peu sur la carrière. Je vous avais dit que je vous parlerais du diagnostic de 2019, donc on va voir ça. Donc, ce diagnostic a été réalisé par Sébastien Poignant. 2 concentrations ont été découvertes. Une première au nord ici, qui s'installe sur une butte sablo-graveleuse en bordure d'une dépression alluviale, donc assez classique. 3 bâtiments sur poteau porteur notamment, mais cette zone n'a malheureusement pas pu être datée lors du diagnostic. Alors, on va s'étendre un peu sur l'est, une seconde concentration un peu moins dense, mais qui a révélé au moins 4 bâtiments sur poteau porteur et 2 fosses que je vous ai entourées en rouge, qui ont livré du mobilier de l'étape moyenne de l'âge du bronze final. 250 fragments de céramique, dont 180 pour la fosse la plus au sud. Alors, il faut savoir que là, on est à 250 mètres des 2 sites que je vous ai présentés précédemment. Donc, ça amène plein de questions. Est-ce qu'on est sur la même occupation qui serait vraiment très, très étendue, avec quelque chose ici porté plus sur les greniers, si on considère que tout ça, ça vient de la même période, sachant qu'on n'a aucun bâtiment dans les zones que je vous ai présentées avant. Quelque chose peut-être de saisonnier, fluctuant, qui va de l'un à l'autre sur une même période, peut-être lié à la Seine et à ses débordements. Ou alors, on est vraiment sur une autre occupation, des voisins qui seraient installés là à 250 mètres. Pourquoi pas? On peut envisager beaucoup de choses. Alors, malheureusement, comme je vous ai dit au début, ce diagnostic n'a mené aucune prescription. Ce qui nous attriste un peu parce qu'on serait vraiment bien allé voir ce qui se passe dans ce coin-là pour pouvoir qualifier tout ça, et ça aurait vraiment augmenté cette occupation. Bon, somme toute, on est en Bassée, donc on se rassure. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été découvertes dans ce secteur. Donc là, vous pouvez voir la carrière de Noyen. Alors, je pointe du doigt Gouel et Haute-Grève sur le 8 là, et sur le 15, on est à Hermé-les-Pièces de la Motte. Ce sont 2 sites funéraires qui ont des occupations de cette période-là, qui se situent à 2 km de la carrière de Noyen. Peut-être quelque chose ici, un premier pôle, et puis si on va un peu plus loin, à 3-4 km, on a à Grésy-sur-Seine tout le domaine de la ferme d'Île, avec le site des Méchants de Terre qui a livré une trentaine de vestiges de l'étape moyenne de l'âge du bronze final, et le site des Roqueux, lui, c'est 21 structures de cette période, donc de l'habitat. Et j'étais un tout petit peu plus au 19, là on est à Jaulnes, les Bas de Auchan, qui a livré une nécropole avec une partie funéraire sur cette même étape. Peut-être quelque chose d'autre qui se dessine ici, en tout cas quelque chose à travailler sur la Bassée et à développer un peu plus tard. Bon, pour continuer et finir sur les découvertes qu'on a fait sur cette carrière, je vais vous parler, mais vraiment très rapidement, de cette zone nord, puisqu'on sort un peu du cadre chronologique. On est sur une zone ouverte à 8000 m², 83 structures archéologiques, un habitat ouvert de la TEN D, du HTD jusqu'à la TEN A. Au centre de cette prescription, de cette ouverture, 7 bâtiments sur poteau porteur, probablement des greniers, des fosses qui ont livré du mobilier. Alors, même si là, j'ai mis que le mobilier était rare et peu diversifié, on a beaucoup de mobilier dans ces 2 fosses-là. Peut-être un cœur d'occupation avec en périphérie des fosses polylobées, d'autres fosses. Donc, un habitat depuis le hashtag D1 jusqu'à la TEN A, que je ne développerai pas plus.
Et puis, pour terminer, je vais être dans les temps, disons, un petit teaser parce qu'on reste dans le coin et qu'il y a plein d'autres choses encore à venir, et notamment le site de Grésy-sur-Seine, le Chavantois. Donc, on reste toujours dans le domaine de la ferme d'Isle, la carrière adossée de la ferme d'Isle. Donc là, la prescription, alors une ancienne prescription parce qu'elle a été modifiée depuis, mais c'était pour vous montrer que nous, là, on est sur ces 3 zones-là. En dessous, c'est prescrit, mais c'est pas encore fouillé. Ça le sera peut-être un jour, on espère tous, hein. Mais donc voilà le premier plan en avant-première un petit peu de ce qu'on a découvert avec un premier phasage. On a des choses qui pourront nous intéresser, ici notamment à Langgraben. Quelques fosses attachées à cette période-là aussi, à savoir que sur la zone 3, là on est sur un funéraire, un 25 enclos circulaires. Donc vraiment pas loin de cette zone. Et puis on a surtout un habitat qui part du début du Hallstatt et qui s'étend d'ouest vers l'est jusqu'à la Tende, avec ici tout un système de bâtiments sur poteaux porteurs, plus d'une 25 bâtiments minimum. Alors on travaille dessus, on est sur le rapport pour un rendu en fin d'année cette année, et on espère une présentation en 2022. Malheureusement, peut-être pas à la PRAB parce qu'on n'est pas forcément sur la bonne chronologie, mais en tout cas, ça viendra. Donc voilà, c'était histoire de vous donner un petit peu envie. Et donc, pour finir, je remercie bien évidemment tous les gens qui ont bossé qui ont travaillé sur cette carrière, et notamment mes équipes, forcément. Et je vous remercie aussi pour votre attention. Voilà. Merci beaucoup, Laurence. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions? Oui, juste une petite question, Éric Thiraud. D'abord, je vous remercie de mettre 2 décapages de quelques mètres de distance en relation, parce que on montre bien que les sites ne s'arrêtent pas au décapage. Une question sur la fosse de votre opération, sur la fosse polylobée ou polyforme. Est-ce que vous avez plus d'informations à nous donner en termes de creusement, d'identification comment est-ce qu'elle fonctionne? Comment est-ce qu'elle a été creusée? Alors, des fosses polylobées, pour le coup, on en a beaucoup dans le secteur, toute période confondue, parce que là, j'en ai sur la zone bronze, mais j'en ai aussi sur la zone Hallstatt. Au-dessus. Globalement, on est sur des creusements successifs, alors pas profonds non plus, parce que on comprend bien que ce qu'ils cherchent, c'est un espèce de sable alluvial qui est probablement qui sert à construire du torchis, à amender les terres aussi, beaucoup. Et donc, comme c'est un niveau qui est assez peu épais, c'est quelque chose de très étendu. Donc, on pense qu'ils forment une fosse, qu'ils creusent la fosse, et que depuis cette fosse, ils étendent. Donc, on se retrouve avec quelque chose de très étendu, polylobé pour le coup. Et par contre, un comblement plutôt en un temps. Enfin, on n'a pas vraiment, on retrouve les creusements, mais le comblement est entier. Et alors, pour le coup, sur la zone bronze, peu riche. Ça, des fois, quand c'est proche de l'habitat, on trouve beaucoup de vestiges domestiques à l'intérieur. Là, pour le coup, pas grand-chose. On a quand même réussi à la dater. Mais voilà, un fonctionnement d'extraction assez simple, étendu et rebouché quasiment d'un seul tenant. Voilà. D'accord. Donc, c'est plutôt une typologie de carrière ou de sablière, en fait. C'est plutôt ça. On est plutôt sur de l'extraction. Voilà. Et comme je dis, qui peut servir à la céramique, fabrication de céramique, fabrication de torchis, amendement des terres pour l'agriculture aussi, parce que c'est riche. Voilà, globalement. Merci. Marc, vas-y, je t'en prie. Oui, vous m'entendez parce que moi je ne vous vois plus, donc oui, ça marche. Oui, bon. Oui, c'est simplement concernant l'enclos allongé, là, le Langgraben, là, sur le dernier secteur. Je voulais savoir s'il était associé avec du funéraire ou de l'habitat et quelles étaient ses dimensions, parce qu'il a l'air d'avoir, je ne sais pas si c'est une interruption ou une ouverture qu'il y a sur le coin. Là, donc. Alors, aucun reste funéraire à l'intérieur, dans les fossés. Alors, il faut savoir qu'il était très peu profond. Au maximum, on était sur 20 cm de profondeur. Alors, effectivement, comme ça, on a l'impression qu'il y a une ouverture avec un trou de poteau. C'est quelque chose qu'on va travailler encore parce que on se rend compte qu'il est probablement palissadé. On a vraiment des surcreusements assez réguliers. Et comme il est très arasé, il y a vraiment un endroit où on a même quasiment pu le tracer. Il fait 1 cm. À vérifier si c'est réellement une interruption ou pas. Et si le trou de poteau qu'on a l'air
carrière qu'on a l'impression qu'est au milieu de cette interruption ne serait pas plutôt faire partie de l'ensemble sur ces surcreusements pour implanter une palissade à l'intérieur. Donc malheureusement pas de mobilier funéraire, enfin pas d'ossement funéraire et très très peu de mobilier à l'intérieur. Je crois même qu'on va peut-être être obligé de le dater grâce à la typologie et pas grâce du mobilier ou du charbon. Aucun rejet charbonneux non plus. Mais c'est en cours. Hein. Comme ça, j'ai envie de vous dire, pas précisément parce que je l'ai pas en tête, on doit être sur du 5 mètres de large et je dirais 20-30 mètres de long, j'espère pas me tromper. Oui, c'est ce qu'on peut mesurer à peu près. À peu près. 5 mètres, 20 mètres, je dirais. Sinon, dans la bassée, il y en a ou il ne semblait pas qu'il y en avait pour l'instant? Il y en a sur alors, Noyen, si. mais... Il y en a dans la bassée, alors j'ai plus le nom, il y en a 3 ou 4, c'est le premier, je crois, de souvenir, c'est le premier qui serait entier. Les autres il doit y en avoir 3, je crois, ont été découverts également dans des carrières, mais parfois coupés, mais peut-être que Monsieur Mordant pourra m'aider, parce que je crois qu'il en a trouvé. Et sinon, effectivement, on est plus sur l'Est, hein, l'Alsace, ce genre de coin. Et ils sont plus grands d'ailleurs aussi, hein, à l'Est. Mais je vous avoue qu'il faut que je le travaille. Hein. On est sorti de cette fouille en décembre 2019 et on est à peine sur les premiers retours d'études céramiques, donc faut qu'on le travaille encore. Et vous avez toute la synthèse qu'avait fait à plusieurs reprises dans plusieurs articles Bernard Lambeau, hein, puisqu'il y a Assyromans, c'est le grand site de référence en France, et donc vous aurez pas mal de comparaisons, et normalement avec Mathieu Wittberg, parce qu'il y a un ouvrage qui a été fait à l'échelle européenne en 2009. Normalement, il y a une nouvelle version avec un catalogue sur lequel on a un certain nombre au niveau de la PRAV à avoir travaillé, qui va compléter toute notre documentation. Et je pense que Pierre Nouvel, qui fait pas mal de prospection aérienne, a dû en retrouver à la fois sur la Bourgogne et ce secteur-là avec Bernard Lambeau. Donc ça, c'est 2 prospecteurs aériens. Donc, ouais. Oui, bah, on aura des comparaisons, hein, sans souci. Il faut juste que là, on s'y mette, quoi. C'est un teaser. Il y a un Landgraben, je crois. Alors, Claude, il n'y en a pas un à Hermé? Il y en a un à Hermé. Ouais, c'est ça, oui, il y en a 3, je crois, en Île-de-France, dans ce coin-là. Hein. Juste à côté. Ouais. Au niveau de Landgraben, celui qui est régulièrement cité, c'est celui de Châtenay et Gobillon. Il n'y a rien dedans, mais il est dans un contexte funéraire avec une occupation plutôt du bronze final médian, piraton, l'étape moyenne. Et il y en a un autre qui est énorme, qui est, au grève du château du Duy, c'est-à-dire juste au nord du site de Noyen dont on vient de parler, là, qui fait au moins 110 mètres de longueur, qui est très étroit et qui est très peu profond, et qui était vu par partie, mais quand je dis qu'il fait 110 mètres, je galèche pas, c'est vrai qu'il les fait. Et il y a autour des incinérations plutôt également d'étape moyenne. Voilà. Et puis il doit y en avoir, il y en a bien sûr les grands, très grands, donc à la Villeneuve-au-Châtelot, hein, qui viennent d'être publiés dans un bulletin numéro spécial de la Société archéologique de Champagne, et qui sont, eux, par contre, avec de la céramique bien datée dans le fond et des dépôts votifs cultuels qui datent de la charnière entre l'étape moyenne et l'étape finale du bronze final, donc un horizon de transition tout à fait intéressant. Voilà. Mais c'est vrai que cette architecture des Landgraben est particulière, et on peut espérer, je ne sais pas s'il faut le dire, c'est un espoir ou si c'est un regret, que la fouille de la zone de nécropole à l'ouest donc du bois de la ferme d'Île, hein, juste au sud de votre diagnostic, si effectivement il y a une fouille sur ce secteur-là, je ne sais pas, mais en tout état de cause, il y a une très grosse concentration funéraire. Alors, pour donner des précisions sur ce secteur-là, c'est prescrit sur 10 hectares qui comprennent l'intégralité des 25 enclos circulaires et l'intégralité d'un enclos laténien qui s'étend sur 7 hectares à côté, qui est recoupé à l'Antiquité. Donc, autant vous dire que les gens de la carrière, à l'heure actuelle, l'archéologie préventive coûte plus cher que l'exploitation dessous. Donc, ils essayent de trouver des solutions et aimeraient en faire peut-être un programmé sur une dizaine d'années, ce genre de choses. Mais le préventif, ça va être très compliqué quand même. Donc, on l'attend tous, mais on verra bien. Bien, si tout le monde a terminé, je pense qu'on peut laisser la parole à Ivy.
si tu veux commencer.